et ravi de vous retrouver. Ok, le son est bon, pardon. J'ai des petits soucis de connexion. Freebox, là je vois du direct. Donc je suis en 4G. Je pense que c'est bon, ça a l'air bon en termes d'upload. Mais dites-moi si c'est vraiment trop sale. Je réduirai un peu la qualité pour que ça passe. Donc comme je vous disais sur Twitter, aujourd'hui j'imagine, qu'on va pas mal parler Paraswap puisque c'est là où la curiosité se cristallise, on va le dire comme ça. Mais mine de rien, bon, j'aimerais bien parler quelques autres trucs aussi, faire un petit live DeFi plus classique, vu qu'on n'a pas d'invité cette semaine. Et puisque je sens déjà qu'on va me le demander, oui, Mounir est français, oui, Mounir parle français, donc oui, Mounir pourrait tout à fait venir faire un marathon et ça va se faire. Mais vous imaginez bien que là, voilà, lui comme moi, on est très pris, mais lui encore plus. Donc on va laisser tranquillement un peu les événements se calmer. Et quand dans quelques semaines peut-être, je sais pas, j'ai pas encore prévu avec lui, mais voilà, ça va arriver prochainement. Il y a plein de choses à dire sur Paraswap et on va faire une belle émission bien concise pour faire tout le tour. Là, aujourd'hui, on va plutôt parler du lancement de PSP, j'imagine. Bonjour, DeFi Baby et tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Et oui, ça fait plaisir aussi les personnes parmi vous qui envoient des petits messages suite au lancement. Alors, bien sûr, il y a eu aussi des choses moins heureuses, on va reparler de tout ça. Il y a plein de réflexions assez intéressantes. Oh, et merci pour le Prime Team. Alors, il me manque juste un petit site aussi, Dax, Paraswap, je crois que c'est comme ça. Attendez, hop. Ah, c'est Learn to Swap. Oh putain, je suis intense. Learntoswap.com, je crois. Par rapport donc au token et au lancement du PSP token et à toutes les informations sur le staking, vous avez les articles sur le Medium Paraswap. Donc ça, je pense que vous les avez vus passer. Il y a aussi un truc qui date d'aujourd'hui, qui est encore un peu frais, qui est, je suis en train de mettre à jour la doc Paraswap, qui avait un peu de retard, j'en suis désolé. Et donc notamment les sections sur le token PSP et le staking. Et donc c'est moi qui l'écris directement, cette doc, donc je vous invite à la lire, déjà, ça me fera plaisir, ça vous sera utile aussi, j'espère. Mais surtout, encore une fois, c'est moi qui l'écris, donc si vous voyez des trucs absurdes ou bizarres ou des fautes, ou vous avez lu une page mais vous n'avez pas compris un truc, venez me mettre un petit message après. Déjà, je serais très heureux de vous répondre, à essayer de comprendre ce que vous n'avez pas compris, mais vous me rendrez un fier service à moi aussi, puisque vous m'aidez à améliorer la dite documentation. Donc c'est gagnant-gagnant. Oui, merci CarSQ pour le Prime, mais on dirait qu'on a un petit hype train. Wouhou. Donc, peut-être on va commencer... j'ai beaucoup de choses à discuter sur le token, mais je voudrais juste vous remettre quelques trucs de haut niveau. Et après, peut-être, j'imagine que vous voulez parler de la distribution, qui est probablement le sujet qui cristallise beaucoup de questions. Mais j'aimerais bien aussi qu'on aille quand même au-delà, puisque, bon, c'est plus qu'un airdrop, les amis. Alors, et oui, je vais garder le chat dans un coin pour essayer de vous suivre aussi. Mais donc, je pars juste sur les bases, disons, sur le PSP token et qu'est-ce qui est envisagé, et le modèle de Paraswap Pool. Donc déjà, pour partir du vrai haut niveau, et un truc, moi, qui m'a rendu un peu fou sur le lancement... pardon, et je vais rajouter ce disclaimer-là, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre comme posture. Donc on est dans un live DeFi où normalement je commande des sujets que, comme vous, je suis en tant que spectateur, analyste, disons. Là, en l'occurrence, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je contribue aussi à Paraswap, plutôt du point de vue gouvernance et communauté, disons. Donc on est un peu dans un entre-deux quand on parle de ces sujets-là. Je vais bien sûr pas vous donner de l'information qui n'a pas été donnée publiquement ailleurs. Il ne va pas y avoir d'alpha au sens strict du terme. Mais je peux par contre vous expliciter tout ce qui a déjà été dit et on peut en discuter. Mais voilà, je tiens quand même à que vous soyez clair sur ma posture par rapport à ça. Donc déjà un truc que moi, ça m'a profondément déçu de l'ensemble de la communauté DeFi, on va le dire comme ça, c'est que 99,9% des tokens qui sont amenés à l'existence
ils sont amenés sans aucune raison. Ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de vocation. Ce sont des purs mécanismes comptables qui servent généralement à décider comment on partage les frais d'une plateforme. Point. Là, c'est un des rares tokens qui a réellement une vision et une mission long terme derrière tout ça. Et il y a mais même pas 0,001% de la communauté qui l'a cerné. Alors peut-être des problèmes de communication de notre côté, ça je veux bien vous le dire. Mais moi je me dis en tant qu'utilisateur, j'aurais vu un truc pareil popper, et j'aurais littéralement perdu mon slip et j'aurais creusé ça en profondeur. Donc, quel point notamment là je souligne, qui est, au cas où vous ne l'aurez pas forcément compris, donc Paraswap est un agrégateur d'échanges décentralisés, et donc pour calculer le meilleur chemin pour vos trades, Paraswap a besoin de puissance de calcul. Puissance de calcul qui n'est pas forcément extrêmement conséquente, on n'est pas dans un truc comme le minage où tu dois avoir un truc ultra spécifique, ultra bourrin ou quoi que ce soit, mais par contre, c'est un problème de latence plutôt. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est par exemple, on va se mettre sur le réseau Ethereum, hein, donc un bloc de 15 secondes, eh bien on fait les calculs de pacing, ok, donc voir toutes les routes possibles pour que votre trade de, je sais pas moi, ETH à USDC soit le plus efficace possible. Sauf que comme il y a des nouveaux blocs tous les 15 secondes, il y a de nouvelles transactions faites tous les 15 secondes, donc les prix changent toutes les 15 secondes, donc les meilleures routes potentielles changent toutes les 15 secondes. En gros, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que le calcul sur le pacing doit donc être fait d'une manière très rapide. Il doit pouvoir répondre en moins de 15 secondes pour que, en gros, le client ait le temps de processer toutes les routes, présenter potentiellement à l'utilisateur la route la plus pertinente et qu'il la valide. Donc ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est fait off-chain, parce qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire à notre connaissance. Et c'est ça, la vision long terme pour Paraswap, donc pour l'expliciter au cas où, qui est donc Paraswap DAO, les PSP holders et ainsi de suite, c'est l'entité qui va superviser ce réseau de pairs qui sera nécessaire pour le fonctionnement de cette infrastructure décentralisée. Parce que la vision, je vous le rappelle, c'est pas de rester assis sur son cul avec un truc qui est moyennement décentralisé et ça nous va très bien, c'est comment on a un produit qui est utile, qui apporte un vrai service, mais comment on l'amène vers encore plus de résilience et de décentralisation. Et c'est pas en faisant du partage de revenus qu'on va vers plus de décentralisation et de résilience. Il faut évidemment des choses plus concrètes que ça. Et donc, la mission, la vision, disons, pour les PSP holders, elle est un peu en 2 temps, voire même en 3. Le premier temps qui est juste le staking et tout ce qui va être leur feedback, disons, sur les market makers. Ça, c'est 1. Après, il y a le 2 qui est un peu la phase de proto-gouvernance en cours, qui est donc la mise en place du processus de gouvernance. On va revenir là-dessus. Et enfin, idéalement, la phase 3 qui va arriver plus tard, qui est donc quelque chose qui va se faire en conjonction en fait, avec l'équipe Paraswap et la DAO Paraswap. C'est aussi quelque chose qu'on a explicité assez clairement et qui est rarement fait, les fonctions de chaque entité. Donc l'équipe Paraswap est là pour développer la technologie et améliorer le produit, donc une expertise vraiment technique. Vous n'allez pas vous improviser expert en pacing en 2 jours et c'est pas ce qu'on vous demande. Mais par contre, la DAO Paraswap, la communauté des token holders, si vous voulez, elle aura tout un tas de choses à apporter au niveau de la gouvernance du protocole, des décisions qui sont faites sur le token, et donc concrètement, comment on va créer cette infrastructure de pairs. Donc pour être explicite, il va y avoir des gens, on ne sait pas exactement quelle forme ça a encore, puisque tout ça c'est de la R&D, hein, mais concrètement, ça va ressembler à un network de gens qui font tourner des machines, probablement incentivés ou autre d'une manière ou d'une autre, ça sera dans plusieurs années, hein, ça on ne sait pas encore, et ces machines qui serviront donc à faire les calculs de pacing pour les trades routés sur Paraswap. Et donc, quand on a ça, on est en mesure de vous offrir une expérience vraiment sans point de centralisation, en même temps en faisant des trucs extrêmement puissants, en grosse valeur ajoutée sur les swaps. Donc ça, c'était le point de haut niveau. J'ai un peu snobé le chat pendant ce temps-là, alors je remonte et je vous suis maintenant. Et on reprend tranquillement. Ouais, Nolan, le point sur la com pas super clair sur les pools, ça je veux bien l'admettre. En effet, on aurait définitivement dû apporter plus, et c'est un peu ce sur quoi je suis focalisé ces derniers temps. Donc je vous ai mis une page déjà plus haut qui apporte un peu plus d'informations sur le staking, et là on est en train d'essayer de trouver un juste milieu avec les market makers pour voir quelle forme de partage on peut faire, sachant que certains d'entre eux ont quand même, tiennent à leur vie privée, ont des privacy concerns de différentes manières. Donc voilà, on essaie de voir un peu qu'est-ce qui peut être bon, il y en a certains, ils s'en foutent, ils sont OK à partager, d'autres moins.
Donc on va voir un peu quel genre de données on peut vous donner, sans violer la volonté de nos market makers, bien sûr, mais en même temps en vous donnant assez d'informations pour que vous puissiez évaluer, j'ai envie de dire, la qualité de la liquidité apportée par un market maker donné. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est ça aussi, le premier exemple de la vision, comme je disais sur Twitter, le staking, c'est pas un free ride, hein, on vous fait taffer, dans le sens où il y a un problème qui est dur à résoudre si on le résolvait nous-mêmes, qui est donc en gros la distribution des récompenses parmi les market makers, et donc on passe sur un modèle où vous êtes incité à le résoudre de la manière la plus optimale possible, si on veut être explicite. C'est-à-dire que idéalement, si vous allez tous dans votre intérêt, vous allez staker afin de maximiser vos retours. Mais en fait, ce qui va maximiser vos retours, c'est les market makers les plus efficaces. Et donc, vous allez maximiser l'efficacité de la plateforme en travaillant pour votre compte, en fait. C'est un peu ça la vision. Il y aura une rediff comme tous les lives, vous en faites pas. Replay sur YouTube et tout ça. C'est une bonne question sur l'IP, Nolan. Là, je t'avoue que c'est des trucs, peut-être, moi, je ne suis pas encore le plus clair pour te répondre là-dessus. Mais ouais, voilà, ça, c'est des questions aussi, ouais, à voir exactement de quel IP on parle, mais ça, c'est peut-être des trucs aussi que d'ailleurs, la gouvernance pourra supporter aussi. Alors, concernant le token, on est sur Ethereum Mainnet uniquement à l'heure d'aujourd'hui. Pas de plan d'aller sur d'autres chains pour l'instant. Pareil, ça sera à la gouvernance de décider si elle veut faire autrement. Myrtak, je suis pas sûr de comprendre ta question. Si tu veux bien la réexpliciter. Et donc, ouais, je vais juste continuer un peu juste sur ce modèle. Donc, par rapport au staking. Donc là, on a creusé un peu le côté la vision long terme. Il y a maintenant un autre point qui est assez mal compris encore, qui est ces fameuses Paraswap pools. Donc, comprendre que sur Paraswap est agrégée à la fois la liquidité de tous les échanges décentralisés les plus pertinents, les Uniswap, les Sushi, les Curve que vous connaissez bien, mais aussi une autre forme de liquidité, si vous voulez, qui est apportée directement par donc, des market makers, des utilisateurs spécifiques, qui fixent leurs conditions sur leur liquidité. Donc. Et cette liquidité, elle a deux intérêts. C'est que c'est pas une liquidité qui est sur un AMM comme Uniswap, donc l'utiliser n'implique pas de slippage, ça c'est un. Et deux, c'est pas un AMM, donc on n'est pas on-chain, donc l'utiliser vous protège également de toutes les potentielles MEV attacks. Donc en gros, tout ce qui peut se passer à partir du moment où vous mettez une TX on-chain, mais elle n'est évidemment, à moins que vous soyez un mineur ou autre, pas immédiatement validée. Et donc il y a un temps entre les deux, qui est cette fameuse forêt noire, la dark forest comme on dit en anglais, où il peut se passer quantité de choses en fonction de la slippage tolerance si c'est un swap, et le gas cost que vous avez mis, parce que bien sûr, plus vous avez mis un gas cost permissif, plus vous ouvrez une fenêtre large en termes de temps pour sandwicher, et en termes d'ampleur pour le price impact. Donc, ces Paraswap pools, elles sont assez critiques pour permettre à Paraswap d'obtenir les meilleurs prix. Et il y a aussi tout un enjeu d'incentivisation donc de ces pools, c'est-à-dire des market makers, qui donc revient au PSP holder, qui se fait via le staking. Et c'est ça tout l'enjeu initial, en tout cas pour l'instant, que vous allez avoir avec vos tokens PSP. Donc, on va peut-être aller sur l'interface juste pour vous montrer concrètement. Donc, si vous êtes parmi les heureux élus et que vous avez des PSP, vous allez pouvoir... vous pouvez de toute manière aller sur le site et voir à quoi ressemble l'interface. Et donc, sur le site de Paraswap, vous allez voir l'interface de staking avec les 4 pools qui sont dispo pour l'instant et les différentes infos qu'il y a dessus. Et bon, après staker, voilà, je pense que si vous avez utilisé une autre app DeFi, vous ne devriez pas être perdu. Je rappelle et je note pour ceux qui n'avaient pas remarqué qu'il n'y a pas d'allo, de transaction allo à faire. On utilise une méthode qui s'appelle permit,
Et on vous dit pas ça pour faire les marioles, mais on vous dit ça parce que ça veut dire que permit, c'est gasless. Donc, il n'y a pas... Quand vous stakez sur Paraswap, ce n'est qu'une seule transaction qui coûte du gas. Ça va être la transaction effective de deposit. Mais la transaction d'Halo ne vous coûtera 0$, puisque c'est un message à signer. L'Halo, voilà, grâce à l'EIP 3074, j'oublie toujours son petit nom à celle-là. Merci, merci Jean Brasse. Et en plus de ça, donc ça c'est le début du bonheur sur le gaz, parce qu'on va plus loin. Donc le staking, c'est un dépôt assez simple, c'est pas une transaction très lourde en gaz, comptez environ 50-60$ sur environ 150 Gwei. Et les rewards sont composés automatiquement à la fin de chaque époque. Donc si vous êtes dans la perspective que vous croyez en nous et vous voulez staker vos Paraswap sur une pool pour la prochaine année et les oublier et aller siroter vos martinis à la plage, vous pouvez tout à fait le faire. Ça va composer automatiquement. Je vous dirais juste de vous assurer d'être plutôt confiant sur votre choix de pool si vous n'allez pas le changer pendant un an. Mais en dehors de ça, vous n'allez pas avoir de désavantage par rapport à quelqu'un qui gérerait plus activement sa position. C'est tout à fait possible d'envisager une application assez passive long terme, disons, et bien sûr d'autres utilisateurs qui, eux, vont être dans une démarche plus d'arbitrer entre les market makers, presque, j'ai envie de dire. Alors, je regarde un peu le chat. Donc, pour... Alors, qu'on soit clair, Mirac, j'ai l'impression que c'est pas super clair encore pour le staking. Quand tu stakes, ça n'a rien à voir avec des automated market makers. Hein. Quand tu stakes tes tokens, c'est vraiment, en gros, si tu veux, ça devient une sorte de vote de confiance / pari sur un de nos market makers à nous, ce qu'on appelle les PMM ou les Paraswap Pools. Et donc, ça revient à dire, OK, ce gars-là, ce market maker-là, il a une stratégie intéressante, je veux lui allouer plus de PSP en récompense, sachant que toi, les PSP que tu gagnes en yield, ils vont dépendre de la performance de ce market maker. Donc, tu ne veux pas non plus juste allouer comme ça, random, pour faire plaisir, parce que c'est marrant. Et a priori, tu vas avoir une réflexion. Et comme le notait Nolan, en effet, il manque encore quelques éléments de contexte pour que cette réflexion soit la plus informée possible. Mais ils arrivent très bientôt. Et un dernier truc au niveau du staking, c'est que vous avez un lock-up de 2 jours pour l'instant. Donc en soi, c'est pas un drame. Vous pouvez facilement revenir sur votre choix de market maker, dans la première phase en tout cas. Après, on envisage que la gouvernance va potentiellement augmenter cette time lock à quelque chose qui correspondra comme la période totale d'une époque, donc 14 jours. Mais en tout cas, pour le début, on a voulu partir sur un paramètre par défaut assez permissif. Comme ça, justement, il n'y a pas de stress de votre côté. C'est pas un choix cornélien qui vous engage pour la mort, pour la vie et la mort, de prendre votre pool Paraswap. Merci Charles pour la modération. Donc, faut pas trop paniquer là-dessus. Alors, Tim qui nous demande, les PSP sont distribués à la fin de chaque époque, mais si on sort de la pool avant, on perd les rewards qu'on avait gagnés. Non. Elles sont distribuées à la fin de l'époque. Tu prends les rewards que tu as accrus jusqu'à présent. Mais a priori, tu ne devrais pas perdre tes rewards. Il faut aussi garder en tête que les rewards, elles arrêtent de s'accumuler à partir du moment où vous initiez la transaction d'unstake. Donc, ouais, on va peut-être détailler ça. Je vous l'ai mis ici. L'unstaking, il est un peu... Il a 2 transactions, en fait. C'est dû au fameux lock-up period. Ça fonctionne vraiment de manière similaire au safety module d'AV pour ceux qui l'ont utilisé. Où, vous savez, sur AV, vous avez... c'est une assurance, donc ils ne peuvent pas se permettre que vous vous cassiez avec vos tokens du jour au lendemain comme ça. Ils ont mis un délai, je crois, de 10 jours. Et ça se passe comment ? Ça se passe que quand vous avez déposé dedans, vous allez et vous faites d'abord une requête de retrait qui doit donc être soumise et attendre la période de time lock. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire le retrait effectif. Là, c'est le même fonctionnement ici. Donc, vous faites d'abord une request for withdrawal, qui est une transaction on-chain. Là, on ne peut pas faire autrement. Vous attendez 2 jours, qui est donc la période de time lock. Et à l'issue de ces 2 jours, vous pourrez retirer vos PSP tokens effectivement.
Et donc le lock est de 2 jours pour l'instant. Et a priori, il va peut-être évoluer vers le futur, mais de toute façon, ce sera une décision de gouvernance, donc vous la verrez venir. C'est pas un truc qui va se faire, vous allez vous réveiller un matin et le lock est passé de 2 à 15 jours, quoi. Et ah oui, pardon, qu'on soit clair, c'est pas des pools de liquidité, ça, il n'y a pas d'impermanent loss ou quoi que ce soit, hein. Là, vous êtes en train de staker vos PSP, et après, il y a tout un mécanisme interne à Paraswap qui correspond donc à les conséquences qu'ont votre staking de PSP sur ces différentes pools, qui est donc l'allocation de PSP tokens à différents market makers, le poids relatif qu'ils vont avoir dans leur part des rewards. Voyez ça un peu comme Curve au final, hein. C'est un peu la même logique. Vous voyez sur Curve, Curve a une question, c'est toutes les semaines ils ont un gâteau de CRV et ils savent. C'est pas qu'ils savent pas comment le distribuer, c'est qu'ils ont compris très vite, très tôt et de manière très pertinente qu'ils pourraient faire eux-mêmes le critère de distribution. Ça s'appelle Bancor et ça sert à rien et ça devient un détail de l'histoire. Ou alors, ils pourraient justement demander à leurs holders, qui sont a priori les gens qui ont cette expertise et le temps pour le faire, de faire ces choix avec un modèle qui les incite à faire les bonnes décisions. Et c'est la fameuse tokenomics VECRV qui, je vous rappelle, au fond, n'a qu'un seul objet. Quelle part du gâteau pour qui? C'est tout. Mais c'est une question monstrueuse en soi. Et la manière de la résoudre la plus efficace qu'il soit n'est pas une formule mathématique. C'est un mélange d'appréciation quantitative et qualitative qui doit être fait par une communauté de pairs informés et incentivés. Ouais, sur le site, il y a peut-être marqué un jour de lock-up, mais je crois que c'est parce qu'en fait, il t'arrondit le truc, ça doit être un jour 23 heures. C'est un truc, pardon, faut que je le renote, mais ça va être fixé si ça ne l'est pas encore. Peut-être c'est même déjà fixé si tu refresh ton cache. Mais vas-y, je me le remets au cas où, parce que ça peut pas rester, ouais. Je verrai ça après le live. Et donc, quel risque de staker, Nolan? Concrètement, tu prends un niveau de risque supplémentaire qui est les contrats les contrats Paraswap pool, hein. Donc, chaque pool a son contrat, mais c'est quasi le même aux détails relatifs au market maker pré par pool. Donc, à ce niveau-là, c'est pas délirant, quoi. Ah, ça fait plaisir de voir que vous vous posez les bonnes questions. Oui, en effet, ça manque d'outils pour choisir vos pools de manière plus pertinente. Donc là, je suis vraiment dans la phase déjà de documenter le plus possible le fonctionnel. Ça va vraiment fini d'ici demain max sur la doc. Et on est en train de voir aussi avec des gars de la communauté pour vous faire, comme je vous le disais tout à l'heure, des dashboards plus qualitatifs qui vont vous donner un peu plus de data sur, ok, ils apportent de la liquidité sur quel genre de token, peut-être un autre indicateur qui peut être très intéressant, c'est par exemple, en gros, leur liquidité qu'ils apportent, à quel prix ils l'apportent, en comparant, si vous voulez, en fait, pour faire simple, comparer Paraswap avec les Paraswap pools contre Paraswap sans les pools. Parce que ça revient à comparer les market makers, Paraswap avec les market makers, contre juste Paraswap tout seul sans market maker. Donc en gros, comparer contre la meilleure route disponible sur index. Et en gros, cet écart-là peut vous donner une idée. Si par exemple le market maker, il s'avère qu'il livre des prix, je sais pas moi, 0,5% plus bas que la moyenne disponible sur les DEX au moment de ses trades à chaque fois, je sais pas, j'ai pas les chiffres que ça pourrait être en tête, mais ça me semble plutôt excellent. Donc ouais, c'est ce genre d'indicateur-là qui va pouvoir vous aider à déterminer et à faire vos choix. Et là où c'est cool, c'est qu'en faisant vos choix, si vous les faites bien, ça peut être potentiellement très lucratif. C'est-à-dire que dans quelques jours, quand on aura toute cette donnée et que vous pourrez l'analyser proprement, si vous faites vraiment votre taf et que vous trouvez un petit market maker qui fait 3% du volume à l'heure d'aujourd'hui, mais qui en fait, sa liquidité, il a des super prix par rapport aux autres et il l'apporte sur des tokens en pleine croissance comme le PSP, ou je sais pas, pour la blague, peut-être que c'est un bon gars sur lequel parier, et si vous le repérez assez tôt, potentiellement, vous allez réussir à faire une sur-API, j'ai envie de dire, assez conséquente par rapport à un staker plus passif, qui lui sera parti sur un choix plus basique.
Oui, d'accord. Ouais, voilà, pour les market makers, je peux pas tellement vous dire plus aujourd'hui. Il y en a aussi certains qui veulent rester un peu privés. Mais vraiment, on va vous donner de plus en plus de contexte là-dessus pour informer la décision. Encore une fois, on a mis un time lock période très faible au début, justement en anticipant que à la fois y avoir de la complexité pour appréhender ce modèle-là, parce qu'on vous demande de faire un vrai taf, et donc ça vous de votre côté, ça implique de rentrer dans Paraswap, de comprendre ce que c'est, comment ça marche, quels sont nos problèmes, comment on apporte de la valeur à nos utilisateurs. Et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir faire les bonnes décisions au fond. Donc, ouais. Donc pour le staking, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est à vous de voir. Je ne vais pas vous conseiller quoi que ce soit, surtout dans une situation comme ça. Mais encore une fois, avec le time lock période très faible, si vous avez un bon bag, a priori, il y a pas. Ça serait un peu dommage de ne pas staker. Vous pourrez toujours changer votre pool après si vraiment vous n'êtes pas fier de votre choix. Mais bon, a priori, ils sont tous quand même. Voilà, c'est pas non plus des touristes les market makers. Hein. Ça va pas être des spreads. Je pense pas qu'on va avoir des spreads monstrueux entre l'un et l'autre. Mais voilà, c'est quand même une question d'optimisation et d'itération, quoi, disons. Et je sais plus qui, Booba, je crois, nous demandait dans le chat. Oui, en effet, il y aura plus de Paraswap pool à terme. En fait, on est un peu en migration, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez pu le voir dans PSP, l'app en elle-même, vous avez plus de 4 Paraswap pool. Mais c'est que il faut onboarder les market makers sur ce mécanisme qui vient avec le PSP et toutes les choses qui viennent derrière. Donc on est en train de faire tout ça. Pardon, je suis un peu malade. Et donc oui, on va avoir potentiellement plus de market makers dans les jours, semaines à venir, au fur et à mesure que ils viennent. Et Nolan, oui, mais je sais même pas si je suis censé te confirmer ça. Oui, c'est un DMM. Mais voilà, on va communiquer plus là-dessus. J'ai juste pas envie de vous lancer de l'info que je devrais pas lancer. Mais après, non, ça va. Et moi, je crois que je stake en pool 1 ou 3 pour l'instant, voilà. Voilà, moi je vous avoue que typiquement je suis parti sur l'approche, je voulais être parmi les premiers à staker, j'ai staké au début, en partant du principe que j'allais potentiellement avoir un staking game, disons, un peu plus élaboré d'ici quelques jours. Donc ça c'est pour les market makers, le staking. N'hésitez pas à voir la doc, vous avez un peu plus d'infos, des petits détails, des petites subtilités sur quand est-ce que les rewards sont donnés, comment ça marche et tout ça. Et ouais, à peu près les infos qu'on a discutées là. Il y avait peut-être un dernier truc, c'était quoi? Attendez que j'oublie pas. Si ouais, c'était ce que je vous mets là au cas où, j'anticipe. Mais donc... comment dire? Donc le staking de PSP est reconnu quand vous stakez sur une pool. On vous donne un token qui est le staked PSP et avec un numéro qui correspond à la pool. Donc pourquoi on vous raconte cette histoire-là? Parce que c'est important, mine de rien, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème à reconnaître les staked PSP au niveau de la gouvernance. Les staked PSP de toutes les pools, sans problème. Et donc quand ça arrive... quand la gouvernance se mettra en route, on aura après au moins les PSP holders donc directement dans le wallet et les stakers dans la DAO qui seront reconnus. Et bon, idéalement, les LP aussi, si on peut incorporer quelque chose dès le début à ce niveau-là. Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup qu'on y arrive. Alors, je regarde un peu les questions. Préciser l'annonce faite sur le Paraswap Discord. Donc c'était par rapport au fait que, oui, juste expliciter le fait que la gouvernance a capacité sur le PSP par rapport à l'allocation des budgets. Je sais plus exactement les chiffres en tête, mais si vous retournez dans l'article, vous allez voir le petit camembert avec le détail de tout ce qui va pouvoir être alloué. Alors bien sûr, il y a l'UVest et tout ça, ils vont pas pouvoir nous éclater l'ensemble du budget le premier jour, heureusement. Mais donc,
la gouvernance, si elle le souhaite, est libre de faire quelque chose par rapport à cette distribution si, en rétrospective, d'ici quelques jours, semaines, quand ça tourne, elle estime que c'est toujours un problème, que c'est toujours inadmissible. Alors, ça n'a pas forcément besoin d'être un airdrop non plus. Je t'avoue que le dossier est encore un peu jeune, quoi. Donc, moi, je sais pas trop. Et là, on va rentrer dans ce que moi, je pense, puisqu'on est dans des questions de gouvernance. Donc, ça va être des choses qui se décident communautairement. Mais donc, ce que moi, je pense, c'est plus... moi, plus qu'un deuxième round d'airdrop, allez, c'est la fête, on envoie ça à 150K personnes et on rince tout le monde et tout le monde est content et tous ceux qui nous ont insultés et chiés à la gueule, ils viennent nous faire des câlins. Eh bien, j'aimerais plutôt faire un truc beaucoup plus ciblé, c'est-à-dire, si on fait quelque chose comme ça, juste d'accepter les potentielles limites qu'il y a eu dans notre méthode de distribution et de faire un airdrop ciblé par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire, pour vous donner un truc concret, et par exemple, coucou Crypto Farmer, si t'es dans le coin, on va parler de toi. Une des choses qu'on a fait dans le filtrage de la distribution, c'est d'aller voir cette logique de ce qu'on appelle sur Twitter les blobs. C'est en gros les groupes de gros wallets où typiquement ça va être un gars, il a une balance donnée dans un wallet, il split vers 50 wallets pour aller faire plein d'opérations pour farmer un airdrop ou autre, puis il renvoie les tokens dans un autre côté. Et ça a bien marché pour identifier les bons gros gamers, quoi. Ceux qui viennent te gamer pas avec 2-3 wallets, mais plutôt avec 300 ou 400 wallets. Ça, on les a pécho. Le problème, c'est qu'au passage, on a aussi chopé des gars qui ont fait des trucs qu'on n'avait pas anticipés et qui, du point de vue de la data disponible on-chain, ressemblent beaucoup à ça. Typiquement, l'ami Crypto Farmer, qui apparemment, il a une trop bonne âme, le pauvre, c'est littéralement ce qui s'est passé, puisqu'il a en fait, il fait ce qu'on appelle des dust, c'est-à-dire il envoie un tout petit peu de Matic aux gens qui débutent sur Polygon pour les aider à faire leur première transaction sans qu'ils aient besoin d'avoir du Matic. Et donc en fait, son wallet, il s'est retrouvé au centre d'un blob, dans le sens où il a envoyé plein de petites sommes de Matic à plein de wallets, et notre système, si vous voulez, l'a pris du coup pour un airdrop hunter qui était en train de préparer 250 wallets pour aller nous défoncer la gueule. Donc là, tu vois, si la gouvernance vient avec un truc, les gars qui ont été pris dans un blob alors qu'ils sont des vrais users, et je sais pas après, est-ce que c'est airdrop ou est-ce que c'est autre chose, mais tu vois, quelque chose de ciblé comme ça ferait du sens. Ciblé pour vraiment compenser les limites qu'il y a eu, parce que oui, en effet, il y a eu des trade-offs, mais dans l'ensemble, on vous rappelle quand même que les 20 000 et quelques wallets qu'il y a eu au total représentent 80% du volume total observé sur Paraswap depuis le début de son histoire. Donc quand les gens ils nous disent qu'on a chié sur nos users et qu'on les a oubliés, c'est un peu fort en café, quoi. Pardon, faut que je me calme un peu, j'ai passé trop de temps dans les tranchées du Discord où il y avait beaucoup de sel. Beaucoup de sel. Et les SPSP, ils ne sont pas transmissibles, je crois, Nico SZ, mais à vérifier, ça ferait pas trop de sens qu'il le soit, je pense. Quoique, attends, je sais pas. Bon, on peut aller voir sur... tu vas sur Paraswap Stake et après, tu as les adresses des contrats, tu peux aller voir ça assez facilement. Numanos, première participation et d'ampleur. En effet, ici, c'est une terre de sucre, les amis. Je ne tolérerai pas de sel. Je répondrai à toutes vos questions, sans problème. Commenterai toutes vos observations et prendrai tous vos retours. Alors, ça n'a pas de souci. Mais le moment où vous commencez à nous insulter ou à dire n'importe quoi ou à assumer le pire, voilà quoi. Surtout là, on est sur mon stream, je vous rappelle. Donc, voilà. Donc oui, du sucre bien doux, du miel aussi, j'adore ça, et j'ai la gorge un peu prise, donc c'est parfait. Donc, ouais, pour les mécanismes de base PSP, ça me semble pas mal. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Attendez, je fais juste un petit scan, est-ce que j'ai oublié des trucs? Si, oui, aussi, il y a peut-être d'autres choses qui ont été un peu sous-évaluées, je pense, sur ce token. D'autres choses que moi, en tout cas, je pense que les amateurs de cette chaîne ont repéré immédiatement. C'est-à-dire que je vous rappelle que l'année dernière, par exemple, on a vu des tokens, donc je ne citerai pas le nom, mais c'est pas grave, qui ont utilisé plus de 40 à 50% de leur total supply pour incentiver leur première liquidité sur leur première année. Vous imaginez ce délire? 50%.
De l'autre côté, on a un token comme Paraswap qui utilise 0% de son supply pour incentiver sa liquidité et qui fait plus de liquidité que la plupart de ces tokens qui ont sur-incentivé. Donc là aussi, il y a quelque chose d'assez pertinent qui vous montre que bon là, maintenant c'est voilà, mais que les gars derrière, ils ont réfléchi et ils savent un peu ce qu'ils font en DeFi quand même. Ça me semble assez évident quand même. Mais après oui, on a fait, en fait, on a pris des risques avec ce lancement. On a innové sur beaucoup de choses et je crois que étrangement, la DeFi est très habituée au copier-coller. Hein. Et aime bien. En fait, c'est-à-dire que on va creuser un point moi qui m'a beaucoup surpris. C'est sur la distribution, d'accord ? Si on reprend l'histoire un peu, et déjà, encore une fois, les crypto-farmers ou autres, vous êtes en effet, ce qui est arrivé pour vous, c'est vraiment pas top, et c'est pas de vous dont on parle dans ces situations-là, et j'espère vraiment que la gouvernance va trouver des solutions pour ces cas un peu à la marge. Mais donc, si on pense en termes de airdrop de tokens, la norme qui a été établie par les autres projets, c'est de pisser des tokens dans tous les sens, y compris des quantités fabuleuses aux gens qui ont gamé leur système. Ils ont fait quelques filtres, par exemple côté OneInch, bien sûr. Mais je vous rappelle, par exemple, que sur le airdrop Uniswap, plusieurs adresses ont tapé plus d'1 million de tokens. 1 million. Je vous rappelle que le airdrop le plus commun sur Uniswap, c'était 400 Uni. Ça, c'était le minimum que vous aviez si vous n'aviez pas tous les bonus ou autres. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là ? Parce que déjà ça, vous comprenez que c'est factuel et on ne se fout pas de votre gueule quand on vous dit que c'est un des coefficients de Gini les plus faibles jamais observés sur un token qui vient de rentrer en circulation. C'est mathématique. Parce que l'écart entre nos holders au point initial était le plus faible. On n'a que 3 tiers de drop. 6 000, 8 000 ou 10 000. De l'autre côté, vous avez des gars qui ont eu entre 400 et 1 million de tokens. Vous voyez bien que forcément la concentration est beaucoup plus massive quand on ne met pas de limite sur la quantité maximale de tokens obtenables. Donc c'est pour ça aussi qu'on appelle notre airdrop un airdrop de communistes, parce qu'on a mis une limite sur la quantité maximale de tokens obtenables. Alors après, oui, il y a des gens qui ont plusieurs adresses et ainsi de suite. Une adresse n'est pas égale à une personne. Il y a toute ça à avoir en tête, mais quand même. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Mais moi, là où ça m'a fait quand même un peu surpris, c'est qu'en fait, si vous voulez, on fait les frais. Le scénario se déroule comme ça. Plusieurs projets font des airdrops extrêmement généreux et pas forcément le plus targetés aux utilisateurs les plus pertinents pour leur plateforme. Ça, c'est 1. 2, ça devient tellement courant que c'est la norme, que tout le monde fait le macaque partout sur toutes les plateformes, y compris faire des choses sur mainnet qui n'ont aucun sens en termes de gas, parce que ça game l'airdrop et de toute façon, ça sera remboursé. 3, Paraswap arrive avec un modèle de distribution qui ne veut pas gaspiller du token, et on se fait gueuler dessus parce qu'on n'a pas gaspillé du token. C'est quand même assez curieux, quoi. Moi, je trouve que, en fait, de l'autre côté, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut le prendre. Une distribution large, c'est sympa, mais si votre token il part dans tous les sens et dans des mains qui ne sont pas forcément les plus intéressantes pour le projet, je ne suis pas sûr que ça soit non plus le point de départ le plus pertinent. Le but, là, ici, c'était quand même de kickstarter, de lancer une communauté de holders et notamment de trouver les gens qui vont s'impliquer dans cette proto-gouvernance et donc être les gars qui vont définir la façon même dont se passe la gouvernance sur Paraswap. Ces gars-là, moi, j'ai pas envie que ça soit des randos qui en ont rien à foutre et qui vont nous insulter la seconde même où ils trouvent pas de token claimable dans leur truc. Je préfère que ce soit des gars qui ont déjà une capacité à faire la part des choses entre le protocole et leur situation personnelle. Et c'est pour ça que là, et allez, j'arrête, mais j'apprécie beaucoup la prise de position de Crypto Farmer à ce niveau-là, parce que pour le coup, il a pris le plus dur du bâton, et malgré tout, il a jamais eu un mot dur par rapport à Paraswap, à Mounir ou à l'équipe. Il a tout de suite compris que c'est pas parce que Mounir, il le détestait que ça s'est passé comme ça, c'est juste qu'il y a eu des règles, il y a eu des filtres, et il y a des trade-offs qui sont faits avec ces filtres. Donc, voilà. Bon, je crois que je suis encore un peu en train de ramble sur cette distribution. Mais voilà, non, c'est quand même des points que je voulais mettre en avant. Le sel caché de Experience. Bah voilà, sel caché, allez, ça, je prends. Un petit sucré salé.
Mais donc oui, voilà, il y a eu une prise de pari au niveau de cette distribution. On a voulu itérer et améliorer sur les modèles existants. Et alors, ça l'a fait à pas mal de niveaux. Peut-être qu'à d'autres niveaux, il y a aussi d'autres limites qui ont été rajoutées. Encore une fois, le temps nous dira. Mais après, encore une fois, il y a aussi de l'innovation au niveau du modèle de staking. Ça, c'est autre chose. En outre, je vous rappelle que les autres agrégateurs de DEX, ils ont une tokenomics qui correspond à une colloque de partage de frais qui sont indûment prélevés sur les utilisateurs, on va le dire comme ça. Donc, c'est pas vraiment une tokenomics des plus pertinentes. Mais bon, après, vous connaissez ma relation avec ces personnes et leurs projets et toutes les histoires qu'il y a pu avoir avec. Mais tout ça pour vous dire que là, de l'autre côté, vous avez quand même une tokenomics qui correspond à un réel besoin, qui articule l'expertise et le savoir de nos holders pour aboutir à une augmentation de l'efficacité et de la décentralisation de la plateforme Paraswap. Donc un truc qui sert réellement à quelque chose. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et enfin, et là encore, dernière jambe de prise de risque, qui est donc au niveau de la gouvernance, où en temps normal, une gouvernance, ça se passe comment ? Ben, en gros, les gars, ils vont vous forquer le contrat Compound et ils vont vous dire coucou, vous pouvez venir sur mon forum de gouvernance que j'ai créé pour vous. Je suis administrateur avec le reste de l'équipe. Vous pouvez aller voter sur Snapshot où je suis administrateur avec le reste de l'équipe. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous, on a décidé que, encore une fois, on n'allait pas faire du copier-coller macaqué et qu'on voulait en fait avoir une vraie discussion, une constituante avec vous en fait. C'est ça qui va se passer. Une vraie constituante. À quoi elle ressemble notre gouvernance à nous? Est-ce que nous aussi on veut un forum? Ou en fait peut-être que c'est chiant les forums parce que c'est async, parce qu'il y a le forum, il y a le Discord, il y a le machin et on s'y retrouve jamais. Peut-être qu'on arrivera sur la conclusion qu'on préfère un Discord bien structuré et un système de vote via token et c'est tout, basta, j'en sais rien. Et voilà, tout ça c'est sur la table. Et ça c'est vraiment cool. Et donc, côté rendement, ça baisse au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de gens qui stake, bien sûr. On est quand même encore sur des trucs pas mal. Au niveau de l'enveloppe totale en PSP, il y a peut-être des infos là-dessus dans l'article sur le Medium, non? Je suis plus sûr, pardon. Je commence à un peu être off. Attends, on va voir ça. Il me semble tu vas avoir les chiffres de haut niveau là-dedans. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui n'auraient pas vu les articles. Hein. Donc là, ça c'est la distribution. Si, c'est ça. Voilà. Là, tu as le schedule de liquidity mining, donc tu vois la part des tokens qui sont alloués. Est-ce qu'on a la figure exacte? Sinon, tu l'as fait... Bah tiens, regarde, ça commence à quoi? À 10% ou un truc comme ça. Donc, j'ai un peu du mal à faire les maths de tête là, mais tu trouveras les infos là-dedans. Et Denis, ou je sais plus qui avait posé la question. Alors, Caselion, en fait, le PSP, c'est vraiment... À ce niveau-là, c'est comme un mécanisme de signalement sur les market makers, si tu veux. Staker tes PSP sur un market maker, ça revient à nous dire, moi, je pense que ce gars-là, il fait un bon taf, et il devrait avoir une part des rewards plus importante. Si tu veux. Concrètement, c'est ça. Et donc, c'est un mécanisme de signalement pour arriver à la meilleure allocation possible des PSP rewards, donc aux market makers les plus pertinents. Maintenant, garde en tête que c'est pas un mécanisme complètement unilatéral, c'est pas juste parce que tout le monde envoie ses PSP sur un gars qui va ramasser tout le gâteau de tout le monde. Il y a bien sûr, comme sur Curve, tu vois, sur Curve, tu peux voter une pool à 50 milliards de gazillions de pourcents, mais si elle fait zéro volume, personne va pouvoir la booster. Là, c'est un peu pareil, il y a des mécanismes de températion, et donc notamment au niveau du... toi, ton API, que tu vas avoir ton retour effectif en PSP, va dépendre de la performance du market maker. Et donc, c'est dans ton intérêt de staker sur un market maker performant, puisque ça augmente ton retour à toi. Et donc, Big Zin qui nous demande comment c'est qu'un market maker est pertinent. On a pas mal d'infos un peu plus tôt dans le live, et je suis en train de vous préparer d'autres trucs pour vous donner plus de contexte et tout ça.
Ça va se débloquer un peu dans les prochains jours, mais encore une fois, là, il n'y a pas de terribles conséquences à faire un choix, disons, un peu temporaire pour l'instant, sachant que votre période de retrait n'est que de 2 jours, donc vous pourrez facilement changer quand vous le voudrez, si vous le voulez. Alors, hello de nous. Bonsoir. Petite question du coup, vu que très peu de tokens ont été distribués par rapport au supply total, quel est le poids des votants grâce à cet airdrop au final? Donc là, on a distribué 7,5% du supply total, donc qui n'est pas encore totalement distribué, hein. Il en reste un peu à claim. Et donc c'est la partie bleue que tu vois sur ce graphe-là, hein. Ça représente, en termes de circulant, ça représente quasiment l'intégralité du circulant, hein. C'est-à-dire que l'autre source de circulant qu'il y a aujourd'hui, ça va être le liquidity binding, les staking rewards. Mais il faut leur laisser la première époque pour avoir le temps d'arriver, quoi. Donc là, en effet, pour l'instant, c'est, disons, au tout début de PSP, les impliqués, c'était ceux qui avaient l'airdrop. Maintenant que ça se trade sur un marché, les plus malins ont accumulé pendant que les autres dumpaient avec tout leur sel. Et la situation a évolué. Et du coup, côté Nolan, mais qui a intérêt à en acheter? Car je vois mal un PMM payer pour un bribe, contrairement à Cub où il paye indirectement pour avoir de la liquidité. Alors, il y a plusieurs modèles à ce niveau-là. Sans même rentrer dans la logique du bribe, on est vraiment dans une logique de... comment dire? Encore une fois, de vous faire taffer. Mais c'est pas on aime vous faire taffer. C'est juste, on a un problème. Enfin, pas un problème. Si on a un problème. Comment on distribue ces PSP pour les market makers? Idéalement, on veut les distribuer de manière à ce que ces market makers fassent le meilleur boulot possible, nous apportent les meilleurs prix, ce qui aboutit à le produit le meilleur possible. Et donc, c'est très synergistique. Les gars, ils accumulent du PSP en rendant Paraswap le meilleur possible. Et en plus, ils ont des gros vestings. Paf, c'est top. Ok, on peut faire des formules mathématiques ou des trucs comme ça, mais on n'aura jamais un résultat aussi bon que, en fait, ce que vous allez pouvoir atteindre une fois que moi, j'aurais mieux fait mon taf, à croire, et j'aurais réussi à vous onboarder un peu mieux et vraiment vous mettre à jour et vous donner toutes les infos pour faire ces choix-là. Si vous voulez, c'est un peu... pour prendre un poids de recul, mais parce que je pense que cette mécanique-là, elle est fondamentale à comprendre. C'est la question de... Vous avez une jarre de bonbons avec je ne sais pas combien de bonbons dedans. Vous faites l'estimation vous-même de combien il y a de bonbons dedans, elle va être à côté de la plaque. Maintenant, vous allez voir une classe entière, par exemple, et vous demandez à chacun leur chiffre, et vous faites la moyenne du chiffre. La moyenne du chiffre de tous les chiffres qu'ils vont vous donner va être extrêmement proche de ce qu'il y a effectivement dans la jarre. Alors qu'en fait, il y aura des gars qui vous auront dit 20 000 alors qu'il n'y en avait que 5 000 dans la jarre, il y en aura d'autres qui vous auront dit 500 alors qu'il n'y en avait que 5 000 dans la jarre, mais l'ensemble s'équilibre. Bref, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que, en gros, la moyenne de la communauté arrive à une décision beaucoup plus précise que n'importe quel expert aurait pu le faire. Et en fait, là, on est dans une situation assez similaire à terme. Et le but, c'est justement d'arriver à cette moyenne de toutes les décisions de tout le monde avec tous leurs biais, mais que l'ensemble fasse quelque chose le plus cohérent et efficace possible en termes de la direction des poids en PSP sur les différents market makers pour optimiser l'ensemble du système le plus possible. Donc ça, c'est en gros du point de vue d'un PSP staker, comment tu t'impliques. Après, est-ce qu'il va y avoir tout un jeu d'incentive de bribe ou autre? Là, ça va prendre un peu de temps à se mettre en place. Techniquement, il y a rien qui l'empêche. Je dis que je ne pouvais pas vous donner d'alpha ce soir. Mais voilà, il y a des options. J'ai un petit coup de fil avec Romain de Paladin après. On va voir ce qu'on peut faire. Je suis sûr qu'il y a plein de choses aussi. Mais c'est des choses qui sont envisageables. Et on partagera au fur et à mesure que ça se précise de plus en plus. CZ-Head, il n'y a pas de limite pour tes tokens. Tu peux les claim dans un an si tu veux. Hop. Et